Retour de la pause maintenant, nous continuons avec le Niger. Le Niger également qui se prépare pour sa présidentielle. L'Organisation internationale de la francophonie va auditer le fichier électoral du Niger pour la série d'élections de la fin de l'année municipale, présidentielle et les législatives. C'est ce qu'a annoncé mercredi la présidence nigérienne dans un communiqué. D'après ce communiqué, l'envoyé spécial de la francophonie, Désiré Nyarourira, qui a rencontré le chef de l'État nigérien, a affirmé que le président nigérien Mamadou Issoufou a tenu absolument à ce qu'une mission de l'OIF vienne au Niger pour auditer le fichier électoral parce qu'il veut des élections transparentes et crédibles. Alors ici, avoir des élections, avoir un fichier audité par l'OIF, ça commence par faire cas d'école. Au niveau de la sous-région ouest africaine, est-ce que l'audit de l'OIF est un gage de transparence d'un fichier électoral? Absolument pas. Absolument pas. Vous savez, la question d'auditer le fichier avant d'aller aux élections, c'est pas la première fois. Ils ont déjà eu à faire cet exercice, mais qui n'a pas, par 2 fois, et qui n'a pas donné le même résultat. Moi, j'aurais préconisé qu'en amont, les forces politiques en présence soient associées à cet exercice de recensement du fichier électoral, tout ça là, pour que les uns et les autres se sentent impliqués. C'est la seule solution pour que le fichier électoral soit accepté par les uns et les autres. Maintenant, tel que c'est fait, l'autorité prend sur elle la responsabilité par le biais de l'institution qui pilote les choses, de faire les choses, et après on appelle, comment l'appelle-t-on là, l'OIF, de venir voir, de faire de façon technique, de voir. À chaque fois on conteste. Donc, si ça pouvait être une solution depuis qu'ils ont fait, donc ce n'est pas ça la solution. Parce que ce n'est pas seulement le Niger. Nous-mêmes au Togo, nous avons eu ce problème-là dans les autres pays. Alors, au vu de toutes ces expériences-là, il fallait, en amont, trouver une meilleure solution. Et la meilleure solution, c'est, comme je l'ai dit, c'est d'amener tous ceux qui sont des acteurs politiques dans le pays à s'associer au recensement. Bon, maintenant, on va se dire, bon, oui, il y a les élections avant la présidentielle, il y aura les élections locales, législatives, enfin les élections locales, et on va coupler la présidentielle avec les législatives. Qu'à cela ne tienne. Oui, on a au moins une parade. Si d'ici là, on fait les élections locales et il y a des choses, peut-être je me dis que bon, ils vont encore trouver une solution pour se retrouver. Mais là où il y a vraiment le problème, c'est quand il y a la présidentielle. Généralement en Afrique, chez nous ici, les problèmes apparaissent quand il y a la présidentielle. Mais la contestation du fichier électoral, c'est à chaque fois qu'on organise les élections, ça pose problème. Donc, il est temps de trouver vraiment une formule à l'africaine, entre les Africains eux-mêmes, s'asseoir et trouver une solution. Ce n'est pas une organisation. C'est vrai que c'est son rôle, c'est une de ses missions aussi, c'est de faire ce genre de choses. Mais quand vous faites ça, ça ne marche pas, c'est plutôt dans... Pourquoi chez les autres, le problème ne se pose pas avec le problème du fichier? C'est chez nous en Afrique, quand on fait les élections... Ici, dans le cas spécifique du Niger, c'est le président qui a appelé l'OIF, c'est pas l'OIF. Oui, mais parce que lui, il pense qu'il se dit que... Mais c'est ce que je dis, il pense que... C'est ce qui rassure aussi l'opposition. Chaque temps, quand ces organisations internationales sont au chevet de nos pays, on a l'impression que pour l'opposition, bon, c'est le véritable gage de... Non, ici, c'est le président de la République qui a appelé pour dire tout ça, qu'il voudrait que l'OIF vienne. Moi, je pense plutôt que l'expérience qu'on n'a pas encore faite, que, en tout cas, tout le monde a fait une fois en passant, je crois, c'est à l'approche de l'indépendance, où une fois l'ONU était venue, je crois... au Togo, vous le dites? Oui, au Togo, où les élections. Non, je peux parler des élections même, c'est-à-dire organiser sous le parti. Ça, c'est 58. 58. Oui. Voilà. Donc, ce sont des choses qui peuvent aujourd'hui être. C'est-à-dire qu'en amont, les organisations, les responsables politiques s'associent, ils s'entendent sur comment on va organiser les élections, le fichier, tout ça là. Et le jour où le moment où on va organiser les élections, les communautés internationales viennent prendre les deux. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Autrement dit, le fichier électoral, on peut amener l'OIF qui va regarder, qui va dire que oui, bon, le fichier, on a enlevé les doublons, on a fait ceci. Les autres ne seront jamais d'accord. Vous voyez, non. Sinon, comme je l'ai dit, c'était déjà fait par 2 fois.
pourquoi on est obligé de revenir là-dessus. Le président pense que par ça, il aura un quelconque gage, tout ça là, c'est pas vérifié. Mais on n'a pas vu l'opposition nigérienne critiquer la démarche. Ça veut dire que c'est de nature aussi à rassurer toute la classe politique, puisque cette opposition avait déjà commencé par poser la question du fichier. En réalité, l'opposition nigérienne est exactement l'image des oppositions dans les pays francophones. Elle a pris soin de boycotter sa participation à la commission électorale indépendante. Et aujourd'hui, si c'est l'OIF qui peut rassurer cette opposition, tant mieux. Mais je me demande qu'est-ce que l'OIF peut changer au fichier électoral qui a été présenté aujourd'hui même, disons, aux représentants des partis politiques. Et à cette rencontre, les partis politiques, les représentants de l'opposition ont boycotté cette rencontre-là. Et ils ont préféré sortir un livre blanc qui conteste le processus. Bon, ça ne veut absolument rien dire parce que, de toute façon, c'est le pouvoir en place qui organise les élections à travers la commission électorale à laquelle l'opposition devrait participer et émettre les réserves sur les aspects qui paraissent flous ou qui compromettent la bonne préparation des élections. L'OIF ne viendra pas faire la magie. Ce qui est intéressant au Niger, c'est que le président sortant ne participe pas, mais il a quand même donné les orientations nécessaires à ce que le ministre de l'Intérieur, l'ancien ministre de l'Intérieur. Voilà, donc le président sortant a quand même donné les orientations pour que les élections soient les plus transparentes possibles. Mais il n'en demeure pas moins qu'il voudra aussi que son dauphin passe. C'est normal, ça c'est le combat normal de tout parti politique, de tout responsable. Et je me retire ne signifie pas que je ne souhaite pas que mon parti gagne les élections. Mais si mon parti ne gagne pas, tant mieux. L'essentiel c'est de préserver la paix dans le pays, que l'organisation des élections ne soit pas l'occasion de basculer le pays dans les violences post-électorales. Ce n'est pas normal. Et je salue même cette attitude du président sortant. Il n'a pas donné un quelconque privilège à son parti par rapport à l'erreur qui est commise à mon avis, par l'opposition, c'est d'avoir refusé de participer aux opérations aux préparatifs des élections. Ils ont refusé d'être membres de la CENI. Ils sont ailleurs, mais ce qui est sûr, ils seront candidats. Ils seront candidats, mais quel est leur moyen de contrôle des différentes opérations électorales? Le président sortant, lui seul, ne peut pas veiller à tous les niveaux du processus électoral. Il y a les représentants de son parti, de son candidat, qui voudra gagner les élections coûte que coûte. Ça, c'est normal. Et ces représentants feront ce qu'ils peuvent en l'absence des représentants de l'opposition. Alors, à qui se plaindront-ils après les élections? Ils diront, oui, il y a eu fraude, mais quels ont été leurs moyens de contrôle des opérations électorales? Donc, c'est une maladie générale à toutes les oppositions togolaises, malheureusement. Il y a quand même cette certitude, c'est que... africaines, je veux dire, les oppositions africaines. L'OIF a une certaine expérience dans le domaine, une technicité dans le domaine qui ne se dément pas. Oui, malheureusement, qu'est-ce qu'on demande souvent à l'OIF? Ce n'est pas de venir conduire le processus. Oui, le fichier est prêt, il vient l'auditer. Oui, mais à quoi consiste l'audit? L'audit consiste à comme c'est fait, peut-être à regarder. D'abord, ici, je pense que le représentant de l'OIF a dit, nous allons évaluer dans un cadre technique le fichier électoral biométrique et voir dans quelle mesure on peut éditer ce fichier. Oui, mais c'est-à-dire que le fichier de là, c'est quoi? Oui, mais évaluation, c'est quoi? C'est-à-dire que vous savez que c'est la biométrie désormais. Oui. C'est-à-dire qu'on prend les gens comme on fait chez nous, là, tout ça là. Oui, bon, il y a des doublons, les gens s'inscrivent à plusieurs fois, tout ça là. L'OIF va faire l'effort avec ces logiciels de détecter, voir si c'est pas la même personne qui sait tout ça là. C'est ce qu'ils vont faire concrètement et d'appuyer, de faire sortir. Tout ça s'arrête là. Et comme on le dit, si l'opposition a pris sur elle la responsabilité de ne pas être là, oui, ils vont tout simplement. Mais bon, est-ce que le fichier va être aussi clean comme on l'a dit? Parce que celui qui a conduit c'est qu'on appellera les autres pour venir auditer. Par rapport à ça, ils se préparent en amont. C'est pour cela que ça aussi, ça fait partie, malheureusement,
des erreurs de ces 30 années du parcours politique. C'est peut-être légitime, mais c'est peut-être légal, enfin légitime, par rapport à la contestation, de dire qu'on ne veut pas participer à une élection où il y a les fraudes. Mais est-ce que ce n'est pas véritablement une erreur, finalement, que pendant toutes ces 30 dernières années, les oppositions africaines se soient mises dans cette posture-là où on refuse systématiquement tout et finalement on arrange ceux-là qui indéfiniment conservent le pouvoir. Bon, c'est une question aujourd'hui que nous nous posons après 30 ans de démocratisation en Afrique, finalement des stratégies qui n'ont pas été payantes et qu'on continue toujours par appliquer. Bon, voilà, c'est le président, lui, c'est pas parce qu'il a dit je ne serai pas candidat que finalement il ne veut pas conserver le pouvoir. Et ça, on l'a vu ces dernières années dans presque tous les pays africains où les chefs de l'État, acculés par cette volonté des populations à les voir aller à la retraite politique, se sont amusés à chercher des dauphins. Et donc aujourd'hui, ce qui ne peut pas continuer, ils mettent des gens pour que... Et face à ça, normalement, l'opposition doit développer une stratégie. À ça, vous savez qu'il ne va pas être candidat, mais il veut contrôler le pouvoir. Mais face à ça, est-ce que c'est le boycott qu'il faut pour contrôler le pouvoir? Non, je vais dire. On a vu des dauphins s'affranchir de la tutelle. Oui, mais ça reste à voir après. C'est justement... En Mauritanie, ce qui se passe en Angola... Oui. Dans beaucoup de pays, des dauphins s'affranchissent. Oui, parce que vous avez le pouvoir maintenant, à vous de l'affirmer. Oui, mais voilà, généralement c'est ça. Ça, c'est la seconde fois. Mais bien avant cela, généralement ceux qui ont été au pouvoir, ils ont peur du lendemain. Et surtout, ceux qui sont arrivés dans des conditions souvent contestées, il y a eu des maires, tout ça, ils se disent, bon, comme je vais aller à la retraite, je n'ai aucune garantie que demain, les sociétés civiles, les partis politiques ne veillent pas à tenter à ma gestion antérieure. Tout au moins, si j'ai quelqu'un qui pourra me garantir la paix, il faut qu'il soit... En fait, c'est ça le véritable problème des chefs d'État. C'est pour cela qu'ils veulent véritablement qu'il y ait des gens qui puissent continuer et qu'eux, une fois quittés au pouvoir, ils puissent cela couler douce dans les Bahamas, les îles Caïmans et autres, tout ça là, et revenir chez eux en grand pompe sans problème. C'est ça qui est leur problème. Et donc, face à ça, en tant qu'opposition, il faut développer rapidement des stratégies et se dire non, même celui qui peut être même son défunt. Il faut déjà même, vous m'excusez, il faut déjà même commencer par voir dans quelle mesure, lui, il peut être d'une manière de votre côté. Et que finalement, le plan qui était celui de l'autre là, puisse échouer finalement, comme vous le dites, et que les gens puissent s'affranchir des chefs de... Mais faut tout le temps boycotter en se disant, mais je ne participe à rien, tout ça là. Moi, après 30 ans, je pense que ça l'a renforcé purement ces conservateurs de pouvoir politique dans nos États, quoi. Alors, oui. Je pense qu'on ne commette pas l'erreur de penser qu'un successeur est au service du prédécesseur, non. Celui qui est élu, il gère son mandat et rend compte à la population. C'est le principe. Ensuite, un parti politique est créé pour conquérir et conserver le pouvoir. Donc, qu'un président sortant ne se représente pas, cela ne signifie pas que le successeur est là pour couvrir nécessairement les arrêts. Il le fait. S'ils sont du même parti politique, c'est le même parti qui a gagné les élections. Mais retenons que le président de la République, ce n'est pas lui seul qui gère le pouvoir. C'est toute une équipe. Et c'est de cette équipe qu'on ressort un dauphin pour continuer à conserver le pouvoir pour le compte de ce parti-là. Donc, qu'on le veut ou non, le successeur possible, s'il gagne, si c'est le même parti qui gagne, ne va pas exposer le président sortant. S'il le faisait, c'est l'ensemble de l'équipe qui a géré le pouvoir, c'est l'ensemble du parti qui est remis en cause. Personne ne commettra cette erreur de le faire. Rien n'empêche à un parti de l'opposition, même s'il gagne les élections, 2 ou 3 mandats après un président qui aurait mal géré le pays, que ce président ne soit pas poursuivi. Ce n'est pas dit que c'est immédiatement après le départ du pouvoir qu'on peut être poursuivi. À tout moment, on peut se faire attraper par les malversations ou du moins, d'une manière générale, les mauvaises gestions qui auraient été courtes pendant un mandat. Maintenant, si l'opposition ne participe pas à la préparation des élections. Justement, du côté de l'opposition, c'est la question que j'allais poser. Quand on voit les revendications qui sont posées, c'est pas tellement... en tout cas, la question du fichier électoral n'est pas en pôle position. Il y a d'abord la composition même de la CENI, le code électoral. Ça, c'est des questions plus urgentes que celles du fichier électoral. Et bien sûr. Bon, vous savez, ce n'est pas tout le monde de l'opposition, ou ce ne sont pas toutes les oppositions qui sont décidées à conquérir le pouvoir.
il y a des responsables politiques qui font carrière dans l'opposition. Mais Alors, il y a de grands noms de pour l'opposition au Niger, préparer les élections, au lieu de préparer réellement la conquête du pouvoir, ils préparent plutôt la contestation. Ils préparent la contestation des résultats au lieu de préparer la victoire aux élections. C'est dans cette dynamique que se trouve l'opposition nigérienne. Comme je le disais, beaucoup d'autres oppositions, surtout francophones en Afrique. C'est cela. On prépare la contestation des résultats, on ne prépare pas les élections. Quand vous suivez sur le terrain le comportement de l'opposition, elle n'existe pas sur le terrain. Elle ne fait pas un travail de fond pour gagner les élections. C'est cela. On se sert vraiment de certains arguties, des évidences, et on pense que ce sont ces évidences-là qui font les résultats dans les urnes. C'est faux. C'est très faux. Aujourd'hui, elle n'est pas à la CENI. Sur quelle base on peut exiger quoi que ce soit, ou même quand on va poser les questions de transparence, n'étant pas représenté dans le processus, dans la préparation des opérations. Sur quelle base on peut avoir les éléments de contestation des résultats? Ce n'est pas possible, mais on reste quand même dans l'opposition et on y fait carrière. Alors, mais aujourd'hui, alors si la question du fichier est réglée, on peut quand même espérer trouver aussi une solution à la question de la participation de l'opposition à la CENI. Il y a toujours des mécanismes. Hein. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'en fait, moi, si le président, comme on le dit, il est sincère d'abord, et c'est très courageux. Ce que lui, on espère que il sera quelqu'un sur qui nous allons compter quand même en Afrique. Bon, pour régler. Partant, donc. Oui, c'est ce que je dis. Ouattara aussi était. J'avais espéré que Ouattara, j'avais espéré qu'il jouerait le rôle que j'avais souhaité voir Faure Gnassingbé jouer. Lequel? Bon, oui, c'est-à-dire que quitter le pouvoir aujourd'hui face au problème des Africains, il aurait été sollicité pour beaucoup de choses. Bon, oui, parce que demain, ce rôle-là, Ouattara aurait pu le jouer s'il avait été jusqu'au bout. Lui aussi, malheureusement, il va retourner et finalement, bon voilà. Donc celui-ci, au moins, il faut saluer qu'il tienne parole jusqu'à la fin, qu'il y ait même un succès. Parce que ça, on va le reconnaître. C'est le premier pas. Et donc, oui, moi, mon souhait, c'est ça. C'est-à-dire que j'estime que les stratégies qui ont été adoptées depuis des années n'ont pas payé. Voilà. Les gens ont conservé le pouvoir. Ils l'avaient avant qu'on ne rentre en démocratie. Après la démocratie, ils ont conservé. Donc après, il faut voir véritablement ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, ce n'est plus les armes qui pleuvent. Si tant est que nous avions choisi les méthodes démocratiques, il faut les renforcer et trouver les voies et moyens pour aller de l'avant. La pause, et puis le dernier sujet après.